forestière. Toute exploitation forestière à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda sera sévèrement réprimée. Le document sera examiné en Conseil des ministres. Campagne arachidière, le directeur de l'agriculture se réjouit de la performance des exportateurs, producteurs et huiliers. Omar Sané révèle que plus de 160 000 graines ont été collectées depuis le démarrage de la campagne. Il était à Kaolack et Kaffrine. Prix du leadership et de la bonne gouvernance décerné au chef de l'État. Pour le leader de Jubanti Sénégal, c'est méconnaître la réalité du terrain au niveau local. Le journaliste Mamadou Moutban soutient que la gouvernance judiciaire du pays laisse à désirer. Métier de la semaine, moniteur de sport. Qui est moniteur de sport? Quelles sont les qualifications à avoir? Le métier nourrit-il son homme? Autant de questions que nous avons posées à des professionnels du secteur. C'est le dossier de ce soir. Le nouveau code forestier sera soumis au Conseil des ministres pour validation. Annonce du ministre de l'Environnement. Le document prendra en compte 40 objections de la Cour suprême tendant au durcissement des peines contre les trafiquants de bois. En attendant les résultats de l'enquête du carnage de Bofa, la prochaine campagne d'exploitation forestière sera restreinte aux régions de Tambacounda et Kédougou. Toute autre exploitation forestière à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda sera sévèrement réprimée. Les éclairages d'Elhaj Moussabé. Les autorités environnementales sont plus que jamais déterminées à lutter contre la coupe de bois dans la région naturelle de la Casamance. À la clé, un durcissement des peines introduit dans le projet de réforme du nouveau code forestier. On est au terme de ce processus. Les 40 réformes de la Cour suprême sont là. Le projet de code est là. Ça, c'est une version rédigée. Celui en question ne sera valide que lorsque nous prendrons en compte les objections de la Cour suprême et que nous soumettrons à l'approbation de l'autorité. Durcir les peines dans un but dissuasif, mais aussi d'empêcher à ce que les trafiquants soient libérés dans des brefs délais, ce qui les permet de retenir leur activité délictueuse. L'interdiction de la délivrance de permis d'exploitation sera également appliquée dans toute sa rigueur. D'ailleurs, les régions sud de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda seront exclues de la prochaine campagne d'exploitation forestière jusqu'à nouvel ordre. L'instruction qu'on a reçue cette année consiste à, pour le moment, restreindre la campagne seulement dans la région de Kédougou. En conséquence, toute exploitation, quelle qu'elle soit, dans la région de Casamance, est une exploitation frauduleuse. L'arrêté que nous sommes en train de préparer et de signer pour démarrer la campagne doit prendre en compte cette restriction. De 2015 à 2017, plus de 7 milliards de francs CFA de recettes ont été récoltés dans l'exploitation forestière en Casamance, renseignent les services des eaux et forêts. L'institution a également dressé 3083 procès-verbaux, dont 2757 réglés, 207 transmis au tribunal et 307 contre des inconnus. Plus de 882 millions de francs CFA ont été collectés en recettes contentieuses d'exploitation forestière dans la région verte en 2017. Le directeur des eaux et forêts révèle que ce montant émane de transactions de produits saisis et vendus. En termes de recettes domaniales et celles liées à la chasse, le montant récolté avoisine 7 milliards de francs CFA depuis 2015. Voici le directeur des eaux et forêts, colonel Beidiba. Pour 2017, on est à 882 millions 563 433 CFA de recettes contentieuses. C'est-à-dire que ce sont des trafiquants que les agents des eaux et forêts ont traqués en bourse, nuit et jour. Ces trafiquants pris par le service, ces produits saisis par le service, tout cela en termes de chiffres, c'est 882 560 000 francs CFA qui sont versés dans les caisses de l'État. Il faut souligner aussi que par rapport à ces 882 millions, les 70% de ce montant retournent dans les communes. Ça, c'est la loi qui le prévoit. C'est le transfert des compétences aux collectivités locales. 70% de ce contentieux, de ces 852 millions, sont actuellement dans les caisses des communes concernées par ce trafic.
Arrêtons-nous à ce gel de l'exploitation du bois en Casamance, une décision qui ne sera pas sans conséquences sur la vente et l'usage du bois, surtout en cette période de fraîcheur. Cependant, les usagers disent être prêts à débourser plus pour se procurer du charbon. Ils comptent même se ravitailler dès à présent pour éviter de faire face à une éventuelle rupture. Un reportage de Abigail. Le Sénégal gèle l'exploitation du bois dans le sud du pays. Une décision qui ne sera pas sans conséquences sur la vente et l'usage du charbon de bois, surtout en cette période de fraîcheur. Si on arrête l'exploitation du bois, il y aura pénurie de charbon. Et cela ne va pas nous arranger parce qu'il fait froid. Je ne pourrais pas rester les bras croisés. Si je ne trouve pas de charbon, je suis obligé de m'activer dans d'autres choses. Ça sera pénible chez nous les restauratrices. La plupart de nos repas, nous les préparons avec le charbon de bois. Donc, nous sommes obligés d'avoir du charbon. S'il y a pénurie de charbon, cela va vraiment retarder notre travail. Rareté d'un produit rime souvent avec une hausse de son prix. Cependant, cette restauratrice se dit prête à débourser tout l'argent qu'il faut pour avoir du charbon. Vous savez, les prix ne sont pas fixes sur le marché. Donc, si le prix d'un produit augmente, nous sommes obligés de l'acheter. Mieux, sa voisine, elle, compte se ravitailler en gros pour éviter d'éventuelles ruptures. Je vais dès aujourd'hui acheter le sac de charbon pour éviter d'éventuelles ruptures. Peut-être que cela ne va pas durer et je le souhaite. S'activant dans ce secteur depuis quelques années, ce vendeur de charbon projette d'autres alternatives en cas de pénurie. S'il y a une rupture de charbon, cela va être compliqué pour nous. Nous dépendons de cette activité pour entretenir nos familles. Suite à la tuerie de Bofa Bayotte, les autorités ont décidé de geler les permis d'exploitation du bois, une mesure qui commence à inquiéter les acteurs et usagers de cette combustible. Selon eux, l'or noir est plus prisé en cette période de fraîcheur. Les directeurs de l'agriculture se félicitent du bon déroulement de la campagne arachidière. En visite dans les différents points de collecte établis dans les régions de Kaolack et Kaffrine, Omar Sané a magnifié le travail abattu par les exportateurs, producteurs et huiliers. Il est revenu également sur le nombre de graines collectées depuis le démarrage de la campagne. Elles sont estimées à 160 000. Nous rejoignons Pape Malik Fall. Sonacos, Waou, Copéol, la campagne de commercialisation bat son plein dans la capitale du Saloum. Les dettes épongées, la subvention relevée. Objectif, redorer le blason du secteur agricole qui a connu ces temps-ci de nombreuses difficultés. Cette importante production arachidière qui est à plus de 1 411 000 tonnes a décidé de relever le niveau de subvention pour les huiliers. 4 milliards vont être payés aux opérateurs pour leur permettre de se renforcer sur le plan financier et d'aller faire la collecte primaire au niveau des producteurs. Avec un objectif de plus de 450 000 tonnes, ces huiliers ont à ce jour collecté plus de 160 000 tonnes. On est à plus de 160 000 tonnes de collectées pour cette campagne. Si on prend uniquement la Sonacos a collecté 2 tiers du quota qu'il avait collecté l'année dernière. Wao est en activité, CAIT est en activité. CAIT, c'est l'année dernière, ils étaient à 280 tonnes, ils sont presque à plus de 3 000 tonnes. À la tête d'une très forte délégation, le directeur de l'agriculture s'est également rendu dans la localité de Sanguil pour également constater l'effectivité du démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, le problème de l'exportation dont on parle, ça a été très mal posé. Aujourd'hui, toujours dit que les Chinois ne sont pas dans ce pays-là. Nous venons chez les Chinois pour constater qu'il est là effectivement et qu'il est en train de collecter et de travailler sur ça. Le problème qui a été posé, c'était le problème de la taxe. Et on vient d'avoir la confirmation que la taxe a été suspendue et que c'est effectif au niveau du port de Dakar. Huiliers, exportateurs, producteurs, toute la chaîne est mise en marche pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation 2018.
Parlons santé, lutte contre la lèpre. Le Sénégal a fait de gros efforts. Le taux de prévalence a diminué. Cependant, les régions de Diourbel et Dakar enregistrent le taux le plus élevé. La célébration le 28 janvier prochain de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre sera une occasion de sensibiliser la population sur le dépistage de la maladie. La direction de l'action sociale a mis en place des programmes pour permettre aux villages de reclassement social de vivre dans de bonnes conditions. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Par rapport aux autres pays de l'Afrique, le Sénégal a moins de cas de lèpre. Entre 2016 et 2017, le taux de prévalence a largement diminué. 235 nouveaux cas ont été enregistrés en 2017. Dakar et Diourbel sont les plus touchés. Le Sénégal est en dessous du seuil d'élimination de la lèpre. Diourbel, c'est précisément la ville de Touba. Elle est très peuplée. Alors donc, ce qui fait que la proximité et la pauvreté gagnent un peu ces populations en maladie. En plus de ces malades qui viennent des autres régions, nous avons des malades aussi qui viennent de la banlieue de Dakar pour se faire traiter. De nombreux défis restent à relever pour combattre définitivement la lèpre au Sénégal, surtout dans les villages de reclassement social. Le dépistage actif de ces zones est préconisé. Le défi principal, c'est examiner toutes les populations qui se trouvent dans les 9 villages de reclassement du pays. En 1976, 9 villages de reclassement social ont été mis en place. Aujourd'hui, la direction de l'action sociale a instauré des programmes pour combattre la discrimination et l'exclusion de cette frange de la population. Un programme d'autonomisation des personnes affectées par la lèpre et famille et qui intervient dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de ces populations à travers la construction et la rénovation de logements sociaux. Nous avons aussi un autre volet de ce programme qui essaie de rompre la chaîne de transmission intergénérationnelle de la pauvreté dans ces villages de reclassement social à travers des appuis scolaires pour les enfants, des formations professionnelles pour les jeunes, pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Ce 28 janvier sera célébrée la Journée mondiale de lutte contre la lèpre. À travers différentes activités, la population compte être sensibilisée et informée pour leur permettre de savoir que la lèpre est une maladie qui peut être guérie sans séquelles. Il faut juste se dépister rapidement et très tôt. Pour l'annoncer en titre, le prix du leadership et de la bonne gouvernance décerné au chef de l'État Macky Sall n'est pas du goût du président de Jubanti Sénégal, Mamadou Moutbane. Selon le journaliste, la gouvernance judiciaire du Sénégal pose problème. Jusqu'ici, des directeurs généraux, selon lui, de l'APR, cités dans des nébuleuses, n'ont toujours pas rendu compte. Pour le journaliste, un tel prix décerné au chef de l'État, c'est méconnaître la réalité du terrain au niveau local. Je vous propose de l'écouter au micro d'Elhadj Moussabey. Le gouvernement du président Macky a beaucoup d'efforts à faire encore en matière de bonne gouvernance. Parce qu'on se rappelle quand il sollicitait le soutien des Sénégalais, il avait bâti sa campagne autour de la reddition des comptes. Quelque temps après, il a nommé un procureur, le procureur Alioune Ndao, qui avait fait une conférence de presse donnant les noms de 25 personnes qui devaient rendre compte. Au fini 5 ans après, seuls Karim Wade et Taïbou Ndiaye ont été arrêtés, rendre compte, et on a vu les conditions dans lesquelles Karim Wade a été libéré. Donc pour se dire que même aujourd'hui, la gouvernance judiciaire pose problème parce qu'il y a une véritable mal-gouvernance judiciaire. Il y a des gens qui sont été épinglés du temps de Wade par la Cour des comptes et l'IGE qui sont aujourd'hui du côté de Macky Sall qui n'ont jamais rendu compte. Il y a des gens comme Cheikh Kanté, le directeur du port, qui a été cité dans des scandales, et d'autres directeurs généraux qui sont dans son parti qui n'ont jamais rendu compte. On s'est dit que vraiment, nous, en tout cas, c'est méconnaître la réalité du terrain au niveau du Sénégal que de remettre ce prix-là au président de la République Macky Sall, parce que son gouvernement a beaucoup d'efforts à faire, en tout cas dans le cadre de la transparence. Le collège des délégués du King Fahd Palace ne rit pas. Ses membres dénoncent leurs conditions de travail. Ils fustigent également le manque de projets d'habitat social, le non-respect du droit de recrutement, entre autres. Selon eux, la direction générale ne fait que recruter des proches. Face à cette situation, ils interpellent les autorités étatiques. C'était en présence de Abdoulaye Ndiaye. Le collège des délégués du King Fahd déverse sa colère sur la direction. En assemblée générale, ils ne cachent pas leurs inquiétudes pour l'obtention de l'habitat social. Ce qu'il y a aujourd'hui, pour nous, le point le plus primordial aujourd'hui, c'est l'habitat social. Nous avions un contrat avec l'hôtel, avec l'État du Sénégal, qui devait nous remettre 35% du coût global de notre habitat. Malheureusement, jusqu'à présent, il se trouve que cet habitat-là n'a pas encore trouvé de solution pour nous. La SOCABEC dit que l'hôtel n'a pas respecté le contrat. L'hôtel dit qu'ils ont versé 1,90 milliard de francs CFA à la SOCABEC. Mais malheureusement,
comme il n'y a plus de bureau de coopérative, la Socabec ne vient pas, l'hôtel ne nous donne pas les informations qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes brouillés. Et il s'agit de l'argent public. Autre problème évoqué lors de cette rencontre, le recrutement sélectif et partisan de certains travailleurs, une pratique qualifiée d'injustice. Nous déplorons ce qu'on appelle le recrutement sélectif et partisan. La direction fait ce que bon lui semble. Si vous n'êtes pas de son camp, vous êtes foutu. Affaire clanisme, affaire de mbok, affaire de politique. Ce collectif ne sera pas seul dans cette bataille puisque la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, est venue apporter un coup de pouce, une manière de mener ensemble le combat. Nous pensons que nous pouvons travailler à résoudre en tout cas les difficultés sur lesquelles ils se sont appesantis, difficultés de gestion de l'entreprise, les problèmes de gouvernance, mais aussi difficultés liées à l'application du droit syndical. Et de ce point de vue, je pense qu'en tout cas, nous allons voir comment rencontrer les autorités du CNIFAT pour aplanir ces difficultés et trouver les solutions les meilleures. Au-delà de ces préoccupations, d'autres ont aussi fait l'objet de débats. C'est le cas du nouvel aéroport AIBD qui a eu un impact sur la clientèle. Ces travailleurs interpellent les autorités de trouver une solution à leurs problèmes. Affaire marché Boubès, un consensus a finalement été trouvé après 3 ans de litige. Un tiraillement qui opposait Djida Thiaroye Kao à Wahina Nimzat pour la gestion de ce marché. Les 2 parties ont été départagées par le ministre de l'Intérieur. Chacune d'elles collectera la partie qui se trouve dans son périmètre communal. Les explications du maire de Djida Thiaroye Kao, Cherdien, au micro de Abdoulaye Wanyanga. Djida Thiaroye Kao, le nouveau ministre de l'Intérieur a appelé le gouverneur, le préfet, les 2 préfets de Pikine et de Guédiawaye et les 2 maires de Wakhinane Nimzat. Devant l'argumentaire juridique de la commune de Djida Thiaroye Kao, qui demande l'application de la décision de justice, demandant que chaque commune collecte la partie de marché qui est dans son territoire, le ministre de l'Intérieur a accepté donc cette proposition du maire de Djida Thiaroye Kao, qui s'appuie simplement sur l'arrêt de la Cour suprême, basé sur la délimitation des communes, basé sur le décret portant conditions de dévolution des patrimoines. Et dès lors maintenant que Wakhinane Nimzat accepte de se cantonner dans sa commune, que la commune de Djida Thiaroye Kao accepte de se cantonner sur son territoire, à partir de ce moment, la solution trouvée est une solution qui respecte le droit. 2018, décrété année sociale par le président de la République. On est au début de l'année et le front social est en ébullition. 2018 sera-t-elle une année d'émergence ou d'instabilité sociale? Qu'en pense la population? Pour beaucoup, c'est une décision politique. Ils y voient de la tromperie, d'autres sont optimistes. Un sujet de Mariam Biramba. Mohamed est un jeune handicapé. Il habite Ngor Village où il tient sa petite cantine, afin de ne pas tendre la main. Je suis jeune handicapé, mais je refuse de mendier. Je tiens mon propre commerce, même si c'est pas facile de s'en sortir. Mohamed est dans l'entrepreneuriat depuis belle lurette et se débrouille avec les moyens du bord. Et pourtant, le président Macky Sall avait décrété 2018 année sociale, justement le 13 septembre 2017. Une année sociale dédiée aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Depuis l'annonce, on ne voit rien. Je me prends totalement en charge. Je n'ai reçu aucune aide. C'est une année sociale pour Macky Sall et l'APR et les partisans de Macky Sall. Mais il faut reconnaître que le Sénégalais lambda est en train de souffrir. Rien que les mouvements dans l'éducation, dans la santé et dans d'autres secteurs. Je crois que les hydrocarbures aussi sont entrés dans la danse. Tout de suite, je venais de passer devant la porte de l'université.
Mais j'ai vu que les policiers sont en train de charger les étudiants. Malgré tous ces mouvements d'humeur notés, il existe des citoyens qui restent optimistes quant à la déclaration du président. Le président Macky Sall, je pense bien, avec ses projets et avec son gouvernement, il va faire tout pour satisfaire le besoin des jeunes. Et nous sommes dans un pays démocrate. Donc... On verra si ce sera une année sociale, comme ils le disent, ou une année sociale de tromperie. Tromperie ou pas, la volonté du président Macky Sall à accompagner les personnes les plus vulnérables est affichée. Reste maintenant à attendre au courant de cette année la matérialisation de sa déclaration de fin d'année. Direction Mbacké, nous nous intéressons à la polémique autour du compte administratif de la mairie. Plusieurs informations contenues dans le document de base ont été contestées et rejetées par le Conseil de la jeunesse et certaines associations sportives et culturelles. La mairie balaie d'un revers de main les accusations de tricherie et assure que le payeur garant des deniers publics a déjà validé le document en question. Nous retrouvons Elhaj Modougueye. Le document de base du compte administratif servant de référence pour le débat d'orientation budgétaire de la session ordinaire du vote du budget de la commune de Mbacké fait polémique. Des jeunes, des sportifs et des associations culturelles dénoncent ce qu'ils appellent de fausses informations publiées dans ce document de base du débat d'orientation budgétaire. Jeunesse, sport, culture, en ce qui concerne le conseil communal, en ce qui concerne la jeunesse, une subvention a été régulièrement accordée au conseil communal de la jeunesse. Le terrain de basket a été réfectionné par le maire de Mbacké. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Je veux que ça soit clair. Nous sommes des fils de Mbacké, nous sommes des natifs de Mbacké. On ne voudrait pas que les gens nous regardent comme des bouffeurs d'argent. Nous n'avons jamais reçu de subvention du maire. Et dans son papier ici, il a bien mis lutte. Et je représente le CDG de lutte. Je suis là en qualité de président du CDG de lutte et je n'ai jamais reçu de subvention du maire Abdou Mbacké Ndao. La réplique du maire de Mbacké qui présidait le débat d'orientation budgétaire 2018 ne s'est pas fait attendre. La subvention n'est pas une obligation. Il n'y a aucune subvention qui est obligatoire. Le conseil communal de la jeunesse, le bâtiment appartient à la commune de Mbacké. En 2017, nous avons décidé à la place de donner 500 000, de réserver 1 million pour former les jeunes qui conduisent les Jakarta. Parce que, tout simplement, il est beaucoup plus urgent de venir en aide ces jeunes qui, de jour et de nuit, sont sur la route pour gagner le peu, pour accompagner leurs familles. Pour ce présent exercice, le budget de la commune de Mbacké sera essentiellement orienté vers les secteurs de la santé et de l'éducation, nous dit le maire de la commune. De Mbacké, nous nous rendons à Saint-Louis. La Ligue régionale de football peine à renouveler ses instances dirigeantes. Après 4 assemblées générales avortées où le camp du président sortant s'est opposé à celui du club des 15 buts, ce qui bloquait les travaux selon son président. La fédération a voulu changer les règles du jeu en pleine compétition dès la première assemblée générale. Elhaj Modougueye est avec Gambitiagne. Le vote a été sanctionné par un partage de voix des deux côtés, à la suite de 3 tentatives. Suite à cette opération, le superviseur a cru utile de mettre fin aux travaux et a reconvoqué une autre séance 3 jours après. Mais un événement très surprenant est arrivé avec le changement de mode de votation, n'est-ce pas, appliqué par monsieur le superviseur. À la deuxième AG, sans crier gare, le même superviseur, devant la même cible, les mêmes délégués, a changé les règles du jeu et a annoncé une pratique, à savoir, il faut, à l'ordre du jour, au lieu de reprendre le vote, comme contenu dans le règlement, il change, il dit, maintenant c'est ce qu'il appelle un vote intégral.
À l'instant, Elhadj Mortar Gueye, le président de la Ligue régionale de football de Saint-Louis. Le rendez-vous du vendredi, le métier de la semaine, celui de ce soir, il s'intéresse au moniteur du sport. Avoir un physique de rêve et ou être bien dans sa peau rime parfois avec faire du sport. Pour cela, il faut un moniteur qualifié et vous avez le choix, faire la musculation, la gymnastique, entre autres exercices. Les professionnels qui exercent ce métier y trouvent bien leur compte. Un dossier de Adjara Ndiaye. Musculation, gymnastique et nutrition sont les différentes spécialisations de moniteur de sport. Un métier qui demande beaucoup d'expérience et une bonne formation. Le plus souvent, ce sont les professeurs d'éducation physique qui se lancent sur ce plan-là. Cela aussi, ça va prendre le maximum 3 mois. 3, 2 ou 1 mois. Oui. C'est une formation vraiment un peu courte, mais il faut savoir d'abord ce que c'est que le sport. Ça demande beaucoup de formation et d'expérience aussi. Le respect des étapes et la connaissance du sujet est la clé pour mener ce travail à bien. On fait du sport pour quelqu'un. Là, il faut savoir la morphologie de la personne et comment atteindre ses objectifs, vraiment. Parce qu'on ne peut pas prendre une personne de surpoids et faire des exercices ou des ateliers qui ne sont pas adéquats à sa morphologie. Chaque salle, il y a un programme dans les salles. Une fois que vous venez, on va vous donner un programme à suivre. Au fur et à mesure que vous faites les programmes, c'est étape par étape que vous voyez. Parce que c'est des programmes à faire pour que vous voyez l'amélioration des gens. Pour ce coach en musculation, le moniteur doit avoir une personnalité très particulière. Un moniteur doit être quelqu'un de fort, accepter tout type de personnes, parfois doit être dur. D'autres moins et parfois très gentil pour donner l'envie aux clients de revenir. Un travail qui nourrit son homme, mais il y a des inconvénients. Étant fille, par exemple le coaching privé, là ça rapporte. Il y a beaucoup de femmes qui veulent vraiment être coachées par une femme. Mais aussi il y a des inconvénients parce que étant coach fille, il y a des défis entre hommes et ces coachs-là. Parce que il y a des hommes qui n'acceptent pas vraiment que des filles les dirigent. Tout sport, il y a des risques. Oui. Mais c'est le moniteur qui devrait suivre les gens pour qu'on puisse éviter des risques comme ça. D'ailleurs, ces professionnels du sport exhortent les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier à avoir confiance en eux-mêmes. Il n'y a pas de danger. Ça rapporte au contraire. Parce que étant femme, en faisant du sport, vraiment, ça raffermit, ça rajeunit. Moi, par exemple, je suis mariée depuis plus de 15 ans, j'ai des enfants, mais là, machallah, je vis bien. Alors, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, les salles de gym, maintenant, ça commence à être vraiment, à prendre de l'ampleur. Et ça rapporte, c'est vraiment fructueux. Et il faut vous lancer, mais étant correct aussi avec les clients, mais aussi avoir sa propre personnalité. C'est un métier noble, c'est un métier bien. Oui. C'est juste qu'on les encourage.